Depuis l'aube de l'humanité, les hommes blessés sont entourés par des sorciers qui viennent panser leurs blessures avec des ingrédients plus ou moins magiques, des herbes, des feuilles de bananier, de la poudre de perlimpinpin, des incantations rituelles. Et si le blessé survit, eh bien le sorcier vient s'attribuer les mérites de la cicatrisation et toucher ses honoraires. Nous allons voir aujourd'hui comment fait le sorcier moderne pour faire semblant de cicatriser les plaies, car je vous rappelle que lorsque le terrain est sain, la plaie cicatrise quoi qu'il arrive. Je ne vais parler ici que de la plaie qui survient en terrain sain, je ne parle pas de plaie qui survient sur un terrain malade, des ulcères de jambes, les pieds diabétiques ou les escarres par exemple. Je ne parle que de la plaie standard, si j'ose dire, qui survient sur un terrain sain. Eh bien, quelle est la première chose à faire par le sorcier moderne, qui s'appelle un médecin, ou une infirmière, ou un pharmacien? Ça consiste d'abord à ne pas nuire. Et pour ne pas nuire, il faut se rappeler du chapitre précédent concernant les mécanismes de la cicatrisation. Donc nous allons voir simplement ce qu'il faut pour ne pas nuire à un blessé, et si possible, car on a quand même trouvé 2 ou 3 petites choses utiles pour faire cicatriser les gens, ou plutôt pour accompagner la cicatrisation, c'est ce qu'on appelle la cicatrisation dirigée. Alors que faut-il pour faire semblant de diriger une cicatrisation? Quel est le matériel nécessaire? Eh bien, le voilà, il ne faut pas grand-chose, il ne faut pas s'entourer d'une profusion de pansements en particulier. On va revoir de quoi il s'agit d'eau, de savon, de quelques instruments, de vaseline, d'un peu de cortisone en pommade et d'algostéril. L'eau et le savon. L'eau et le savon, eh bien, tous les antiseptiques ne servent à rien sur la peau lésée, sur les plaies, sur les plaies. Les antiseptiques n'ont d'utilité que sur la peau saine pour désinfecter cette peau et pour réduire sa charge microbienne. Alors, l'eau du robinet convient parfaitement pour nettoyer les plaies. Cette eau n'est pas stérile, bien entendu, mais elle n'est pas dangereuse. Aucun des maires de France n'est en prison. L'eau, la qualité bactériologique de l'eau est contrôlée en permanence. Vous pouvez vous en mettre dans l'œil, ça ne piquera pas, vous pouvez la boire, vous n'aurez pas la diarrhée. L'eau du robinet est parfaitement apte pour un usage standard et vous pouvez la mettre dans la plaie comme vous pouvez vous la mettre dans l'œil. Il n'y a absolument aucune donnée de la littérature mondiale qui indique un inconvénient quelconque de l'eau du robinet sur les plaies lorsque le terrain est sain, encore une fois. Donc c'est l'eau du robinet. Et cette eau du robinet, vous pouvez l'utiliser dans n'importe quel type de plaie, qu'elle soit traumatique, comme ici, une amputation traumatique de la phalange distale de l'index, on n'a pas procédé à la réimplantation, et on apprend à la patiente à se laver la plaie à l'eau du robinet et au savon. Alors bien entendu, il s'agit de remuer ici des siècles de rituels et d'interdits magiques, et il faut passer du temps pour expliquer aux patients que ça ne risque rien et qu'elle peut régler la température du robinet comme elle l'entend. On peut faire ça exactement la même chose après une intervention chirurgicale, quelle que soit la nature de cette intervention chirurgicale, que la plaie soit ouverte ou fermée. C'est un chirurgien qui vous parle. Ici, par exemple, une pollicisation d'un 4e doigt, le pouce a été amputé, on l'a reconstruit immédiatement par une pollicisation du 4e doigt. Il y a des broches qui dépassent. Eh bien, le lendemain de l'intervention, le patient pouvant se lever, on va lui expliquer qu'il peut nettoyer sa plaie à l'eau du robinet et au savon et que ça ne risque rien. Bien sûr, il faut l'accompagner au robinet, sinon il va penser que vous l'abandonnez avec des conseils plus ou moins adaptés. L'eau du robinet est le meilleur conseil qu'on puisse lui donner. Et ça ne fait pas rouiller les broches.
Alors l'eau du robinet, tous les patients ne peuvent pas aller au robinet, ne peuvent pas se lever, et donc dans ces cas-là, le sérum physiologique est utile. Ce n'est pas parce qu'il est stérile ou parce qu'il contient du sodium, du chlorure de sodium à 9 pour 1000 qu'il est intéressant. C'est juste l'eau qu'il contient qui nous intéresse, et surtout l'effet Karcher qui va pouvoir nettoyer les plaies. Simplement, l'eau du robinet, encore une fois, lorsqu'on n'en a pas, eh bien, le sérum est un succès d'année un peu plus cher. Alors, avec l'eau, le savon. Le savon, de quel savon s'agit-il? Il s'agit du savon du patient. C'est-à-dire, c'est un morceau de savon ou c'est son gel douche habituel. Il ne faut pas changer ses habitudes. Ce qui est bon pour sa peau est bon pour sa plaie. Il n'y a absolument aucun risque d'allergie. Les fabricants, sinon, seraient tous en prison, et Dieu sait s'il y en a. Donc le savon du patient est extrêmement adapté à sa plaie. Pourquoi faut-il nettoyer les plaies à l'eau et au savon? L'eau, c'est pour entraîner par un effet mécanique tous les débris, et le pus et toutes les saletés. Le savon, c'est pour nettoyer, c'est un détergent qui va enlever le biofilm qui est sécrété par les microbes et dans lesquels il se protège à l'abri de tout ce que vous voulez. Donc l'eau et le savon sont les meilleurs moyens et les plus simples pour nettoyer les plaies. Quant aux savons antiseptiques, eh bien vous allez les réserver pour votre peau à vous, qui est saine, avant de faire un soin plus ou moins invasif et avant de faire le pansement du patient. Donc les savons antiseptiques, c'est pour vos mains. Le savon du patient, c'est pour la sienne. Vous pouvez bien sûr mettre du savon antiseptique sur sa plaie, mais ça ne sert à rien du tout sur le plan de la cicatrisation, pas plus que tout le reste. Les instruments, de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit d'instruments très simples, de bistouri, de ciseaux, de pinces à disséquer. Ces instruments, eh bien, on s'en sert en prenant avec la pince les tissus nécrosés et le bistouri ou les ciseaux pour découper. Il s'agit de découper les nécroses, c'est-à-dire les tissus, le derme, qui est insensible puisqu'il n'y a plus de terminaison nerveuse, elles sont mortes, le tissu est nécrosé et ça ne saigne pas puisque le tissu est nécrosé encore une fois. Donc il s'agit d'enlever les tissus nécrosés. Si ça fait mal ou si ça saigne, c'est qu'on est allé trop profond et il faut arrêter. Il s'agit d'un geste de simple jardinage qui est à la portée de tous, médecins, chirurgiens, infirmières. C'est du jardinage quotidien. Si on ne fait pas ce geste, bien sûr, il se réalisera tout seul comme on l'a vu. C'est juste pour accélérer une détertion. Un quatrième instrument utile est la curette tranchante qui peut dans certains cas permettre de gratter un sous-sol fibrineux lorsqu'il n'est pas trop douloureux, bien sûr. Autre produit, la vaseline. La vaseline, c'est un dérivé de la paraffine, qui est un dérivé du pétrole, et la vaseline est un produit qui ne coûte pas cher du tout, et qui est un produit puissamment inflammatoire. Ce produit inflammatoire, donc on va le mettre sur les plaies pour stimuler la réaction inflammatoire qui se produit pour la déterger. Accessoirement, la vaseline est un corps gras qui va maintenir sur la plaie une atmosphère chaude et humide qui va favoriser la prolifération microbienne puisque ce sont ces microbes qui, joints à la réaction inflammatoire, vont favoriser la détertion de la plaie. Donc la vaseline est extrêmement utile et ça ne coûte pas cher. Elle est vendue sous forme de tube, de vaseline officinale, elle est vendue sous forme de tulle et d'interface. Si c'est de diverses marques, si ça ne contient pas assez de vaseline, eh bien vous en rajoutez. Et enfin, il est évident que ces feuilles de tulle et d'interface ne sont pas posées en une seule épaisseur sur la plaie, pas plus qu'on ne met une compresse dépliée en une seule épaisseur sur une plaie, un pansement sec. On met ce tissu ou cette interface qui sert uniquement à retenir le principe actif de la vaseline, on la met en plusieurs épaisseurs pour qu'elle retienne justement beaucoup plus de vaseline entre ses mailles. Cette vaseline qui va finir de toute façon par fondre à la chaleur du corps et par s'éliminer ou plutôt par couler, être absorbée dans le reste du pansement. Donc il faut la renouveler quotidiennement. Il faut avoir de la cortisone. La cortisone, eh bien, ça permet de... C'est un produit qui est extrêmement utile. Cette cortisone faisait partie du corticotule qui avait été inventé par Raymond Villain il y a 40 ans. Et ce corticotule a été déremboursé il y a une dizaine d'années maintenant par nos instances gouvernementales qui se sont entourées de pseudo-experts
totalement ignorant des vertus de ce corticotule qui est destiné à un usage bien précis, parce que bien sûr, vous savez tous que la cortisone empêche de cicatriser, et bien justement c'est cette vertu qui empêche de cicatriser qu'on va utiliser pour aplatir les bourgeons hypertrophiques, les bourgeons charnus hypertrophiques. Et juste dans ce cas-là, bien sûr, si on laisse de la cortisone sur une plaie longtemps, elle ne cicatrisera plus. Mais pendant un jour ou deux, ça a un résultat thérapeutique magnifique. Et ça servait à ça, le corticotule, qui a malheureusement été déremboursé par ignorance de nos experts des instances gouvernementales. Alors ce corticotule, eh bien, on peut le refaire à la façon artisanale qui existait avant que Raymond Villain et Jean Sauverel-Bas inventent ce corticotule. Il faut pour ça avoir un pansement gras et de la diprozone en pommade. Ça existe aussi sous forme de crème, mais l'excipient est inadapté. L'excipient de la pommade est plus adapté puisque cet excipient est de la vaseline. Donc vaseline plus diprozone en pommade à 0,05%, c'est ce qui va vous permettre de fabriquer votre propre corticotule. Pourquoi faire? Quelle est l'indication? Eh bien, c'est le bourgeon charnu hypertrophique que nous avons vu. Lorsqu'il devient luisant, suintant, hémorragique, lorsque surtout il dépasse le niveau de la peau saine voisine, eh bien, vous pouvez l'aplatir et l'assécher en un jour ou deux de cortisone. Et bien voilà ce que ça donne, ça l'assèche et là-dessus, sur un sous-sol pareil en particulier, on peut poser une greffe de peau mince qui va prendre, alors que si on ne l'avait pas fait ça, la greffe aurait savonné, comme on dit, et n'aurait certainement jamais pris. Donc la cortisone est extrêmement utile, c'est un des progrès majeurs pour nous autres sorciers modernes qui participons à la surveillance de la cicatrisation des plaies. Il s'agit de grandes plaies, de petites plaies. La cortisone est parfaitement adaptée dès lors que le bourgeon dépasse le niveau de la peau saine voisine. Enfin, l'algostérile, je ne suis pas payé du tout par le laboratoire qui la fabrique, qui est un laboratoire français, accessoirement, mais ce produit qui est à base d'algues est extrêmement utile en chirurgie depuis plusieurs décennies. Il est extrêmement utile dans les grandes plaies. Dans les petites plaies, il n'a pas beaucoup d'intérêt, bien sûr, on peut s'en passer. Mais dans les grandes plaies, au début, lorsqu'il y a une suppuration et un saignement, eh bien, il est à la fois hémostatique et ses énormes capacités d'absorption le rendent très utile dans ces grandes plaies. Alors, quelles sont les indications en fonction du stade de la cicatrisation ? Alors, il y a 4 stades, la détertion, le bourgeonnement, l'épidermisation et la maturation, vous le savez. Donc, au stade de détertion, eh bien, vous pouvez tout utiliser, sauf évidemment la cortisone ou les anti-inflammatoires, qui serait une grave erreur thérapeutique. À part ça, de l'eau et du savon toujours, des instruments, eh bien, lorsque la nécrose sera suffisamment délimitée, au moins attendre le 10e, 12e jour pour cela, et pour accélérer cette détertion, vous pouvez utiliser des instruments, c'est même recommandé, vous allez gagner 3 semaines de pansement. La vaseline toujours, et l'algostérile éventuellement, si ça suinte, ou si c'est hémorragique, ou si la suppuration est importante. On discutera dans un autre chapitre du miel, des asticots et d'autres rituels. Le bourgeonnement, eh bien le bourgeonnement, il n'est plus nécessaire d'avoir des instruments qui ne servent plus à rien, mais l'eau et le savon toujours, la vaseline toujours, la cortisone en cas de bourgeonnement excessif et l'algostérile, pourquoi pas? On pourra discuter dans cet autre chapitre de la thérapie à pression négative. Au stade de l'épidermisation, vous vous souvenez que ce bourgeon, ce liseré épithélial, ce film monocellulaire de kératinocytes, il est très fragile puisqu'il glisse à la surface du bourgeon sans y être adhérent. Et dans ces cas-là, eh bien, l'eau et le savon pour nettoyer toujours, la vaseline éventuellement toujours, la cortisone toujours au cas où le bourgeon qui n'est pas encore recouvert deviendrait hypertrophique. Quant au reste, eh bien, le moins on en fera, le mieux ça vaudra. On n'est peut-être plus obligé de surveiller la plaie tous les jours à ce stade-là. Peut-être que tous les 2 ou 3 jours suffisent avec un pansement suffisamment humide ou suffisamment gras. Enfin, au stade de maturation, le seul conseil efficace que l'on puisse donner lorsque la cicatrice est réalisée, c'est de la protéger du soleil par tous les moyens possibles, les vêtements ou les crèmes solaires écran total. Pourquoi? Pour éviter
cette vilaine dyschromie inesthétique potentielle lorsque la plaie ou la cicatrice plutôt bronze. En résumé, vous voyez donc qu'à tous les stades de la plaie, eh bien, l'eau du robinet et le savon ne sont jamais contre-indiqués. Au contraire, l'eau du robinet et le savon quotidien à la douche sont ce qu'il y a de plus utile comme conseil à vous donner et à donner aux patients, avec une patience de la part du thérapeute qui doit faire beaucoup de pédagogie pour lutter contre des siècles d'idées reçues. L'eau du robinet et le savon n'ont jamais fait de mal aux plaies, bien au contraire. En résumé, pour ne pas nuire, vous avez dans les stades de la plaie, dans les stades évolutifs, au stade de détertion, eh bien, vous pouvez accélérer la détertion le moment venu par des instruments pour exciser cette nécrose, surtout pas d'anti-inflammatoire, ce serait une erreur. Au stade de bourgeonnement, eh bien, vous gardez votre cortisone en réserve au cas où le bourgeonnement deviendrait excessif. Vous surveillez aussi cette plaie si elle ne se rétracte pas d'une façon qui pourrait nuire à la fonction, à côté d'un pli de flexion, à côté d'un orifice naturel. Vous essayez de prévenir ça par des conseils de rééducation, d'auto-rééducation bien adaptés. Et au stade d'épidermisation, eh bien, il ne faut surtout pas arracher le liseré épithélial. Quant au stade de maturation, eh bien, la crème solaire écran total est le seul conseil véritablement utile que vous puissiez donner. Dans tous les cas, vous remarquez qu'une surveillance quasi quotidienne avant l'épidermisation est absolument indispensable avec l'eau et le savon. Pourquoi cette surveillance? Pour vérifier qu'il n'y a pas de rougeur autour de la plaie et ou de fièvre, ce qui nous indiquerait que les microbes qui sont sur cette plaie, ou certains de ces microbes, ont décidé d'attaquer, et dans ces cas-là, il faudrait évidemment faire des prélèvements bactériologiques et donner des antibiotiques. Dans tous les cas, jamais d'antiseptique, toujours de l'eau, du savon, jamais de prélèvement bactériologique, sauf en cas de rougeur, et c'est pour ça que vous allez surveiller cette plaie. Je vous remercie.